Alors, étape 3, je suis une méthode qui marche. Donc cette méthode que je vais vous proposer, donc notamment au niveau de l'aspect financier, c'est quelque chose qu'on a élaboré donc au fil du temps, hein. On a plus d'1 temps d'expérience, on a accompagné de nombreux thérapeutes, praticiens en bien-être qui se sont, reconvertis avec parfois beaucoup de succès et puis d'autres, quelques échecs, bien évidemment. Il faut bien sûr observer les échecs, comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir, y remédier. C'est ce que je vais vous partager notamment sur les aspects, financiers. Alors, je pars du bon pied. On a vu donc sur la première conférence, je reviens, très rapidement sur, cet élément, vraiment clé de la confiance en soi et de la confiance dans la vie. On avait dit, sans quoi voilà, rien n'est possible. C'est un peu le préalable, à une démarche, je dirais, de reconversion, de création d'entreprise. On avait évoqué en fait ce mécanisme, commun, à nous tous, hein, désir, peur, anxiété. Je désire, quel que soit d'ailleurs l'objet de mon désir. Plus je désire, plus la peur en regard quelque part est forte à l'intérieur. Alors on la refoule, on l'accepte, on s'organise comme on peut. En tout cas, dès l'instant que j'ai un désir, j'ai de la peur et c'est ce couple-là qui vont dans les forces opposées qui va créer finalement, la tension qu'on appelle, de l'anxiété ou du stress. Voilà et donc l'antidote clé, ben, c'est, la confiance en soi, en ses capacités. Même si elles sont pas toutes présentes, on peut les développer et puis bien sûr la confiance dans la vie avec, ben, comment je vois la vie, quelle carte du monde, j'ai, donc que je ne maîtrise pas quelque part. Voilà, donc ça, c'est vraiment, pour nous, fondamental. Il faut se Alors il ne s'agit pas d'avoir une pleine confiance en soi parce que ça vient avec le temps et on peut toujours bien sûr l'améliorer et il faut partir d'une base et puis, chercher à la développer. Ce développement, il doit se faire, je dirais, tout au long du processus, hein. On a 3 phases comme on avait vu, dans cette première conférence. D'abord la phase de réflexion où je vais donc, faire une introspection rationnelle, sur mes motivations, mes objectifs, est-ce que je pars ou pas dans une démarche de reconversion? Et donc il faut une dose de confiance en soi et dans la vie par rapport à ça, faire le bon choix. Ensuite, bien sûr, développer la confiance pendant la phase de formation, quand on rencontre, les premières personnes pour faire les pratiques, bien sûr la confiance en soi par rapport, aux apprentissages théoriques, à se remettre dans les études et cetera et cetera. Le regard également, de l'entourage familial, amical, professionnel qui change dès l'instant qu'on rentre en parcours de formation. Et puis bien sûr, la confiance qui doit être, suffisamment structurée dans la phase de création d'entreprise. Donc ça, c'était l'objet de la première étape, première conférence. On a vu la dernière fois le profil de thérapeute avec bien sûr, pour nous quelque chose qui est aussi essentiel, quel est mon idéal? Voilà. Qui je souhaite vraiment, aider? Quel métier je souhaite exercer? Pour quelles raisons? Donc toujours une phase d'introspection sur, cet idéal que je vais chercher à mettre en relation avec l'aspect concret, l'aspect pratique et puis, bien sûr, selon quelle modalité. Donc c'est là, qu'on va compléter avec ce 3e volet. Où est-ce que je vais travailler? Je peux travailler chez moi, je vais louer un cabinet seul, j'intègre un cabinet, de groupe, ce qui se fait de plus en plus, maintenant, hein, comme il y a des espaces, partagés de santé, hein, des maisons médicales. Il y a également des maisons du bien-être qui se développent et c'est intéressant de travailler en réseau. Je peux bien sûr mixer, ces différents aspects, travailler un peu chez moi, travailler dans un cabinet, dans un établissement de groupe. Est-ce que je vais travailler en entreprise, par exemple, intervention dans les collectivités, les EHPAD? Voilà et puis, finalement, quel est mon objectif? Est-ce que je veux faire un temps plein dans cette nouvelle activité? Est-ce que je veux faire un mi-temps, un temps partiel autre? Quels sont mes besoins également au niveau financier? On va évoquer ce point qui est également fondamental. Et puis, quelle stratégie je mets en place, bah, pour atteindre mon objectif et réussir ma reconversion? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait notamment évoqué, dans les grandes lignes sur le profil de thérapeute. Et puis, donc sur ce dernier volet, on va vraiment être, bon, rapidement sur la partie communication et ensuite sur les projections financières. Alors ces 3 conférences, on peut faire une petite analogie qui a du sens, d'après moi, c'est
La confiance en soi, la confiance de la vie, quelque part, c'est de maintenir un aspect rationnel, c'est être dans le mental, dans la tête, avoir vraiment la tête froide, des pieds sur terre, et puis croire quelque part en soi. Voilà, croire en soi, croire en la vie. Le profil de thérapeute, c'est vraiment relié à la poitrine, c'est-à-dire au monde émotionnel, à ce que je porte dans le cœur, finalement, qui j'ai vraiment envie d'aider, pourquoi j'ai envie d'aider en fait cette population, ces personnes qui sont dans une forme de souffrance, de difficultés physiques, psychologiques, relationnelles ou autres. Voilà, donc c'est ce qui me motive, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'anime. Voilà, c'est au niveau du cœur. Et aujourd'hui, en fait, on va descendre, on va dire, dans l'abdomen, dans le ventre, hein, au niveau physique. C'est finalement concrètement comment ça peut se mettre en œuvre à travers un projet, à travers la génération d'un revenu. Alors c'est là qu'on va reparler effectivement de recettes, de cotisations, de charges, d'impôts, voilà, tout ce que l'on aime en général. C'est la mise en œuvre du projet professionnel. Voilà, donc la tête, la confiance, ce qui m'anime fondamentalement au niveau de la poitrine, du cœur, et puis la mise en œuvre, hein, la gestation qui aboutit à une naissance, à une création d'entreprise qui a pour objectif eh ben, de faire un beau bébé, un bel adulte, d'avoir une liberté à la fois de travail et financière par rapport à ce projet. Alors, commençons par la com. La com, je pense que vous avez tous des notions très claires par rapport à ça. Je reviens juste sur quelques points. Peut-être un point important aujourd'hui, surtout pour la jeune génération qui souvent est très branchée connectés, réseaux sociaux, et qui espèrent parfois développer en fait une activité avec les réseaux. Il y a aussi de nombreuses offres, quelque part, de formation de coachs divers et variés qui proposent de manière un petit peu mirobolante, je dirais, des techniques pour développer son activité sur les réseaux, sur Internet, etc., avec beaucoup de promesses. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, c'est ce que je vois. La réalité est quand même autre, à mon sens. Les réseaux sont bien sûr fondamentaux, ils sont utiles aujourd'hui, ils font partie de notre quotidien. Il faut savoir bien utiliser parce que effectivement c'est chronophage, hein, ça peut l'être. Donc il faut que j'investisse mon temps de manière utile quand je suis en lancement d'activité. Euh, donc il faut bien sûr avoir une communication plus ou moins importante sur les réseaux, mais je reviens toujours sur les fondamentaux, c'est s'intégrer à un réseau de professionnels, c'est localement aller voir au moins 50 à 100 professionnels de santé, des médecins, des pharmaciens, des kinés, des psychologues, on va être assez large, des praticiens du bien-être, des sophrologues, divers thérapeutes, des praticiens en massage, voilà, enfin, élargir finalement. Et puis bien sûr, on peut oublier les commerçants que l'on connaît ou d'autres. Euh, Avoir aussi des actions, peut-être de créer des ateliers adaptés par rapport à votre expertise, par rapport à certains publics. Toujours penser à des conférences, que ce soit en ligne ou dans des associations, des structures qui le permettent. Voilà, en fait, vraiment, la clé, c'est ce que j'observe, moi, hein, depuis une vingtaine d'années, les personnes qui réussissent, celles qui s'intègrent à un réseau. Voilà, parce que ce réseau va permettre la génération d'un bouche à oreille qui va être souvent plus rapide que le bouche à oreille qu'on peut générer à travers une clientèle. Parce que sur la clientèle, en fait, il va y avoir comme un temps d'écho. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps pour avoir ce retour. Alors que si voilà, un médecin, un pharmacien recommande un professionnel, sophrologue, praticien en relation d'aide, énergétique, massage, hypnose, voilà, peu importe, je dirais, le type de thérapie du bien-être, il va y avoir un crédit de confiance qui va se mettre en place. Ces professionnels reçoivent également aussi beaucoup de patients qui sont donc en demande, en souffrance. Donc, on est là aussi pour leur apporter une aide à ces professionnels, hein. Il y a bien deux champs, hein. Au niveau légal, nous, on est dans le champ du bien-être. Et après, il y a le champ de la santé. Et ces deux champs, quelque part, eh ben, ils sont paramédics, ils sont là pour s'aider au service des personnes qui sont en difficulté. Voilà. Donc, l'intégration, je dirais encore une fois, un réseau professionnel, pour moi, c'est essentiel. Voilà. Pas tout miser sur l'aspect réseaux sociaux, Internet, encore une fois, qui fait aussi qu'on se cache un peu. Voilà, c'est comme ça que je le pense, hein, je vous le dis très ouvertement, parce que
Ben oui, derrière son ordinateur, son téléphone, sa tablette, on peut faire de la com, mais c'est ben, autre chose que d'aller rencontrer des médecins, des pharmaciens, des ostéos, de se présenter, de montrer quelles sont les synergies, en quoi c'est utile en fait votre pratique, quelle est votre expertise, quel est votre parcours. Vous voyez, il faut une dose de confiance en soi qui est plus importante que simplement, je dirais, faire des posts comme ça sur Internet. Et donc, c'est très structurant. Voilà, on apprend beaucoup. On a aussi des objections parfois. Ben, nos métiers, voilà, les consultations sont pas remboursées, etc. Bon, ben, comment on va, je dirais, dépasser l'objection, travailler celle-ci, montrer le côté, l'aspect positif par rapport à cette remarque. Voilà, donc ça fait travailler plein de choses au niveau du positionnement, du discours, au niveau de la confiance. Non seulement ça fonctionne bien, alors bien sûr, vous n'allez pas avoir 50 professionnels sur 50 hein, qui vont vous donner du monde, mais si vous arrivez à deux, trois personnes, trois professionnels qui vous envoient du monde, c'est gagné. Ça va faire démarrer quelque part l'activité. Hein, c'est ce qu'on constate objectivement, sans a priori. Hein, quand je discute avec les stagiaires qui ont suivi cette méthode-là, voilà, sur 50, il y en a deux, trois avec qui ça marche. Voilà. Donc, mais pour en avoir deux, trois, je dis souvent, il faut en faire 50. Si vous n'en faites que 10, ben, il peut y avoir zéro, il peut y en avoir un. Mais pourquoi? Pour X raisons, parce que ces professionnels travaillent peut-être déjà avec d'autres thérapeutes, ils ont déjà un relationnel. Voilà, une structure qui est en place. Peut-être que bah, votre approche, votre technique, votre tête, votre parcours, ça leur convient pas pour X raisons et c'est par rapport à eux, c'est subjectif. Avec d'autres, il va y avoir un lien, ça va se faire naturellement et ça va fonctionner. Voilà, donc il faut bien sûr avoir un petit peu de volume, il faut pas s'en effrayer, il faut s'entraîner par rapport à ces entretiens. C'est ce qu'on propose dans la formation Réussir son installation. On fait ben, des jeux de rôle hein, pour se présenter, avoir des objections, les travailler, etc. Être simplement soi-même, naturel, précis, positif, clair quant aux objectifs, aux moyens du métier que vous exercez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la clé à mon sens. Et voilà, même si on rentre dans un monde qui est de plus en plus numérique et je ne pense pas que cela va changer complètement la donne. Bien sûr, ça la modifie, les réseaux prennent de l'importance. Il y a aussi des personnes qui consultent en visio presque exclusivement. Et donc là, du coup, ben, en fait, il n'y a pas d'intégration à un réseau local, hein. On est sur plutôt une communication Internet, un bon référencement sur les cartes Google, peut-être faire un peu de publicité en ligne sur Google, Yahoo ou d'autres sites. Voilà, tout ça est possible. Après, il faut avoir aussi envie de, je dirais, passer ses journées derrière l'ordinateur, faire des visios, etc. Donc, ça dépend aussi de votre positionnement, de ce que vous souhaitez. Et on revient à ces grandes questions qu'on avait évoquées sur le profil de thérapeute et donc sur les moyens d'exercer son activité. Alors, bien sûr, Internet, je parlais de la carte Google, ça me semble aujourd'hui le plus important parce que, en France, on est autour de plus de 80% de recherches qui passent par Google. Et donc, on a tout de suite les liens qui sont payants en première intention et derrière, on a les liens qui sont locaux. Et donc, avoir une carte bien référencée, c'est très utile. Voilà, c'est gratuit. Et bien sûr, après, il y a le relais, hein. Cette carte, elle renvoie bien sûr sur un site Internet. Aujourd'hui, bon, il y a plein de solutions pour avoir un site qui soit accessible, joli, efficace, responsive sur les mobiles, avec les échelons d'agenda, etc. Voilà. Bon, tout ça, c'est assez facile finalement à mettre en place aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Et donc, idem pour les réseaux sociaux. Et les réseaux, bien sûr, qu'on peut publier, mais il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça soit naturel. Enfin, je dirais, il ne faut pas trop non plus se forcer par rapport à ça. Voilà pour la partie communication et les points clés qui me semblent importants, hein, notamment encore une fois l'aspect intégration à un réseau de professionnels. Alors maintenant, on va parler d'aspect financier. On va parler de l'argent, qui est le point phare de ce troisième volet, et notamment en fait revenir sur la nécessité de faire d'établir un prévisionnel et
À mon sens, il y a trois raisons fondamentales. Et chacune d'elles, finalement, suffit pour le faire, en fait. Donc, ça se cumule. Donc, c'est même plus qu'important, quoi. Plus qu'important. Et par contre, on observe, hein, quand on discute avec les personnes qui se sont lancées, qui n'ont pas réussi, ben, souvent on se rend compte que le prévisionnel il a été fait, il n'a pas été fait, quoi, hein, ou très rapidement. Donc, on va avoir trois points clés. Le premier point clé, c'est si je gère bien ma reconversion, je n'ai aucun risque financier. Donc ça, je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais je reviens rapidement. L'idée, c'est je garde une activité à temps partiel, je développe mon activité de thérapeute, et au fur et à mesure, finalement, bah, la balance va s'inverser, hein. L'activité de thérapeute, de praticien en bien-être va monter en puissance, hein, donc va gagner en volume de temps et en revenus générés. Et donc, je vais baisser de l'autre côté l'activité souvent qualifiée d'alimentaire, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas un saut dans le vide, il n'y a pas une prise de risque. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'envisager les choses. Voilà. Parce que d'une part, en tant que thérapeute, il faut un aspect, je dirais, de sérénité, euh, de calme, euh, quelle que soit la technique que l'on propose, hein, qu'on passe du massage, de l'hypnose, de la relation d'aide énergétique, de la sophro. Voilà. Il y a bien sûr l'aspect technique, le savoir-faire qui est lié à l'approche. Il y a surtout le savoir-être, la présence, ce que l'on émane au niveau énergétique, au niveau inconscient. Et donc ça, c'est fondamental, bien plus qu'on ne le pense. Donc, il faut s'organiser. Et donc, bien sûr que parfois, ça peut poser des difficultés parce qu'on peut, des fois, on me dit, mais voilà, moi, dans mon job, par exemple, je suis cadre, je peux pas être sur un temps partiel ou voilà. Bah, quelle solution je peux trouver pour développer une activité de thérapeute, praticien en bien-être? Le minimum, à mon sens, c'est 2 jours par semaine. Voilà. Quand je m'installe, il faut que j'ai au moins 2 jours où je peux développer l'activité pour aller justement rencontrer des professionnels, donc créer ce réseau, pour recevoir les premiers clients, pour avoir une possibilité en disant, voilà, vous réservez par exemple le vendredi ou le samedi. Voilà, donc si je ne peux pas prendre 2 jours, et je suis obligé de réserver un 4/5e par exemple, et ben, je prends le samedi. Il faut s'organiser pendant un certain temps. Et puis après, bah, de 2 jours, on passe à 3 jours, on passe à 4 jours. Voilà, on essaye de réduire. Et si c'est plus possible dans le métier que j'exerçais, ben, quel métier je pourrais exercer qui me complète encore au niveau des revenus sur un certain volume d'heures hebdomadaires. Voilà, comment je m'organise. Je pense que, encore une fois, c'est là aussi, on a la confiance en soi, la confiance dans la vie. Je pense qu'il y a toujours des solutions, et même si on les voit pas comme ça a priori, ben, on essaie de penser autrement, de réfléchir à comment ça serait envisageable. Voilà. Et ça, c'est important parce que du coup, ça veut dire qu'on a une transition qui va être sans risque. Et donc, qu'on arrive à se reconvertir, je dirais, au bout de 2 ans et demi, 3 ans ou 3 ans et demi. Quand je dis se reconvertir, ça veut dire qu'on génère suffisamment de revenus pour lâcher l'autre travail. Voilà, à 6 mois, 8 mois, même un an près, ça n'a pas grande différence. L'important, c'est de réussir cette transition. Qu'est-ce que c'est que 6 mois, un an par rapport à un parcours de reconversion, hein, pas grand-chose. Voilà. Donc ça, j'insiste un peu dessus parce que souvent on pense cette notion que voilà, il y a un risque de passer en libéral, que c'est compliqué. Etc. C'est vrai, ça l'est si finalement je quitte tout et puis je passe sur une création à 100% d'activité. Si je fais sur une transition et si elle est bien menée, c'est sans risque. Ça sera sans risque à partir du moment où je fais un prévisionnel et je sais globalement en fait ce que je vais pouvoir rationnellement, même si on n'a pas de boule de cristal, mais comment je peux envisager ma progression de chiffre d'affaires, comment je peux avoir euh, voilà, une prévision claire de mes dépenses, qu'est-ce que j'aurai comme cotisation, qu'est-ce que je générerai comme revenu, qu'est-ce que j'aurai comme impôt, voilà, qu'est-ce qui va me rester à la fin, etc. Le deuxième point par rapport au prévisionnel, c'est la gestion des émotions. Parce que bah, quand j'ai pas des chiffres clairs, quand je suis pas, je dirais, calé mentalement,
quand c'est pas rationalisé, bah, l'émotion, elle s'en prend un cœur joie et les peurs vont, d'une manière ou d'une autre, grappiller la conscience, devenir de plus en plus fortes, voilà, happer finalement, la personne et avec des hauts, avec des bas, donc, quand j'ai des chiffres qui ont bien été réfléchis, en fait, ça me sécurise, ça me pose, ça me permet de me rendre compte que, ben voilà, c'est possible, j'ai une trajectoire, j'ai une feuille de route. Après, entre le prévisionnel et la réalité, bien sûr qu'il peut y avoir un écart, mais cet écart, en fait, l'idée, c'est que je fais un prévisionnel pour créer mon entreprise, mais après, tous les mois, je vérifie entre ce que j'avais prévu, ce que j'ai réalisé, où j'en suis, est-ce que je suis en avance? Est-ce que je suis en retard? C'est un pilotage, en fait, hein. C'est ça qui est important. C'est pas, du coup, je fais un prévisionnel, j'ai fait l'exercice et puis je range le fichier, dans mon ordinateur, puis je l'ouvre plus. Non, non, il faut, piloter cet aspect-là. Et donc ça permet d'être rationnel et encore une fois, d'apaiser, parfois les peurs, l'insécurité, qui peuvent remonter. Et puis, troisième élément qui est vraiment important, c'est que le fait de faire un prévisionnel, ça va programmer votre inconscient. Ok, si je décide, mais de manière pas arbitraire, avec une réflexion, que finalement, le premier mois, je vais avoir 10 heures de travail, 10 consultations, avec l'hypothèse qu'on fait 1 heure par consultation, hein, ou 10 massages. Voilà, donc en tout cas, j'aurai 10 clients. Alors, ça peut être peut-être, ça dépend de la fréquence à laquelle vous voyez vos clients, hein. Pour certains, c'est 2 fois par mois, 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois. Donc, tout ça est à prendre en compte dans le prévisionnel. En tout cas, on peut raisonner au départ en termes d'heures de travail par mois. Voilà, je vais travailler 10 heures, le deuxième mois 15 heures, 20 heures. Voilà, on va avoir une progression comme ça. Cette progression, comment on l'a fait? On l'a fait de manière très simple, en disant, OK, je vais faire une hypothèse haute. Cette hypothèse haute, c'est, tout va bien se passer, je vais m'acquérir un réseau, il va y avoir du répondant, le bouche-oreille va fonctionner, je vais avoir un temps favorable, OK, je mets une musique positive et je me dis, OK, tout va être au mieux, comment je prévois ma progression de recettes? Est-ce que je fais 10, 15, 20, 25? Est-ce que je pars sur 15, 20, 30, et cetera? Voilà, comment je construis ma courbe? OK. Ça, c'est première chose. Après, on se dit, OK, je vais me mettre dans une posture plutôt pessimiste. La conjoncture économique, le contexte international, je ne sais pas ce que vous voulez, qui vous plombe un peu le moral. Et bon, OK, comment ça va se développer? Ben, 5, 8, 15, 20, et vous voyez une courbe comme ça, d'une vision pessimiste. Voilà. Et puis, ben, très simplement, hein, comme on fait dans la plupart des entreprises, on fait une moyenne des deux et l'expérience montre que souvent, ben, on n'est pas très loin, en fait. En faisant cet exercice, qu'est-ce qu'on fait au niveau psychologique? C'est qu'on est en train d'essayer de gommer, en fait, son tempérament. Parce qu'on a tous une partie. Enfin, on est tous soit un peu trop pessimistes, soit un peu trop optimistes. Voilà, on a un tempérament quelque part qui filtre quelque part la réalité telle qu'elle est dans sa projection par rapport à l'avenir. Et donc, en se mettant dans ces deux postures, en faisant la moyenne, ben, on se rapproche de la réalité qui peut se passer et on gomme quelque part les excès de notre tempérament. Voilà. Et donc, en faisant ça, ça prend du temps. On y met de l'énergie mentale, et on programme l'inconscient. Voilà, si on se focalise, parce qu'on sait que c'est possible, parce qu'on sait que c'est l'hypothèse moyenne d'être à 10 heures le premier mois, l'inconscient, il se focalise là-dessus. On ne sera pas loin, voilà, et cetera. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le prévisionnel, il faut le faire, en tout cas, c'est ce qu'on propose à Cassiopée, sur 4 ans. Voilà, pour avoir une vision large, d'accord? On ne peut pas juste faire 1 an. 1 an, je ne vais pas savoir quand est-ce que je peux réduire mon activité autre et passer à un moment donné, si c'est toujours mon projet, à temps plein. Donc, on ne fait pas 4 ans, mois par mois. Moi, ce que je préconise, c'est tel qu'on a dans notre fichier Excel de prévisionnel, c'est qu'on le fait sur 24 mois. Donc, pendant 2 ans, on fait mois par mois. Et bien sûr, on va tenir compte des périodes de creux, par exemple juillet-août, au mois de décembre, etc. Voilà, donc tout ça, il faut l'ajuster au réel par rapport à ma date d'installation prévisionnelle.
Donc, on fait comme ça 24 mois. Et puis après, sur l'année 3, ben, on évalue globalement une augmentation par rapport à l'année 2 et pareil de l'année 4 par rapport à l'année 3. Donc, on le fait au pourcentage pour avoir une projection au niveau des recettes. Voilà. Au niveau des charges, bon, ben, l'important, c'est de lister toutes les charges qu'on peut avoir. On a toujours tendance, un peu naturellement, surtout si on est optimiste, à surévaluer les recettes et à sous-évaluer les charges. Donc, aller dans le détail, voilà, dans le détail. Puis moi, j'ai toujours une case dans le prévisionnel où je dis, voilà, bah, par exemple, je sais pas, ça va être 50 euros par mois. Je ne sais pas ce que ça va être, mais je provisionne 50 euros par mois dans l'activité, etc. Et puis du coup, après, ben, c'est assez facile de faire les calculs sur qu'est-ce qui va rester à la fin. En tout cas, ouais, cette notion, ça je rentre dans les détails, mais du coup, ça programme l'inconscient, ça focalise le mental, ça rend objectif, ça nourrit la confiance, ça apaise les émotions. Bref, on ne peut pas se lancer dans un prévisionnel, c'est vraiment très très important. Il ne s'agit pas que d'avoir une belle com, etc. Une belle com, c'est important, il faut que ça nous ressemble, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, il faut que ça soit vraiment lié à ce que j'ai dans le cœur, il faut que ces couleurs, cette police qui est ronde ou qui est carrée, ce logo, voilà, qui me représente, qui représente ce que je propose aux personnes, à qui je m'adresse, voilà, faut que je l'aime, cette communication, voilà. Donc ça, c'est fondamental, mais après, il faut descendre dans le ventre, hein. Il faut que la tête soit claire à la confiance, il faut vraiment avoir une com dans le cœur qui soit bien à l'image de ce que je suis. Après, il faut descendre dans le ventre, descendre dans la gestation, dans le concret, dans la matière, l'aspect financier. Alors, cet aspect financier, si on fait un petit graphique pour vous donner quelques repères, donc bien sûr qu'on a un axe du temps où on va voir la formation, hein, avec un début, on a le point à gauche, et puis donc une, une durée de formation. Alors, on peut, alors, à Cassiopée, se former dans certaines matières et puis s'installer au bout d'un an. Pour d'autres, c'est 2 ans. On peut dire, voilà, je prends un peu plus de temps parce que j'ai besoin d'assimiler, etc. Bon, à un moment donné, on dit, OK, je m'installe. Voilà, donc là, je l'ai mis un peu au milieu, hein, c'est hypothétique, mais voilà, le temps de formation, et puis à un moment donné, il y a un temps d'installation. Et bien sûr que juste après ou dans les années qui suivent, hein, on est toujours un peu en formation continue. Donc, je vais élargir quelque part mes compétences, aller vers une spécialité, etc. Donc, le parcours de formation se poursuit après l'installation. En tout cas, il y a un instant T, je suis installé. Et donc, on va avoir à partir de là une courbe des recettes qui va être en S, hein. Au départ, ben, voilà, je ne vais pas vous dire, vous allez vous installer, puis tout de suite, ça va partir comme ça en flèche, non? Voilà, il y a au début, je dis souvent, c'est comme la mayonnaise, hein, il faut tourner, 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 et puis à un moment donné, ça prend. Voilà, il faut aller rencontrer les professionnels, s'intégrer à un réseau, les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà, il y a une phase de démarrage. À un moment donné, le fruit de tous les efforts que l'on a fait, eh ben, il va y avoir un retour quelque part sur investissement par rapport au temps investi, aux efforts consacrés, et donc ça va croître. Et puis, bien sûr, qu'à un moment donné, on va être sur un aplanissement de la courbe parce qu'il y a simplement l'effet temps et que on est corrélé au temps dans notre activité. Alors, pour avoir un repère, j'ai pris donc un chiffre d'affaires. Donc là, en donné, vous avez donc pas le revenu, hein, on est bien sûr sur les recettes, hein, donc 35 000 euros. Et voilà, en moyenne, on peut estimer, c'est une moyenne hein, qui est variable, c'est-à-dire que 35 000, parfois, des personnes l'atteignent en 2 ans, ça peut être 5 ans, voilà. En moyenne, c'est autour de 3 ans. Euh, et on verra que bon, on peut aller à 70, 80 000. Bon, ça va dépendre bien sûr en fait derrière du taux horaire, hein. C'est surtout ça qui fait varier. Bien sûr, le nombre d'heures qu'on va travailler, mais si je suis à 55, 60, 80 ou 90, voilà, ça va vite faire monter le chiffre. Donc là, on verra sur le tableau suivant, pardon, que je me suis basé globalement sur une heure de consultation à 55 euros. Hein, donc, on raisonne là pour tout le monde en heures de consultation et puis après, il faut adapter si je suis plutôt sur 3 quarts d'heure, 1 heure et demie, 2 heures, etc. Mais 55, c'est un petit peu la moyenne en fait qu'on a en France. Donc, bien sûr que
Pour Paris ou la région parisienne, ça va être fait, 55, hein, par rapport aux charges, à l'immobilier. Dans certaines régions, ça va peut-être un peu être au-delà en fait, du prix de marché. Une consultation va être à 40, 45 par exemple. Voilà, donc bien sûr qu'il faut s'adapter par rapport au marché là où vous souhaitez exercer. Voilà, bon, j'ai pris cette hypothèse-là de moyenne de 55, environ 35 000 de recettes et environ 3 ans. Voilà, donc on a cette courbe en S. Et derrière, donc, on va voir deux grands cas de figure. J'aurais pu en faire plus, mais je ne veux pas vous noyer dans les études de cas. L'idée, c'est de vous donner quelques repères et puis de vous donner la méthodologie pour faire vos propres calculs, pour avoir une visibilité. Et donc, sans entrer trop dans le détail, de faire un début de prévisionnel comme ça pour vous donner finalement une clarté et une confiance. Donc là, on est sur l'hypothèse que le thérapeute, le praticien en bien-être, son projet, c'est une installation à temps plein. Donc, bien sûr, je vais avoir cette phase de transition professionnelle où je vais avoir deux activités. Comme je l'ai évoqué, c'est important. Sécurisation de la transition. Mais à terme, voilà, je veux faire du temps plein. Voilà. Et donc, je vais travailler en cabinet. Donc, ça veut dire que je vais avoir des charges locatives, ou alors si je suis dans un projet d'investissement par rapport à un lieu, ben, du coup, je vais avoir un remboursement, etc. Ça revient au même, hein. Donc, que ce soit un cabinet seul ou un cabinet de groupe, comme je l'ai évoqué, ça change pas grand-chose. Alors, voilà, pendant que j'y pense, louer un cabinet, ce qu'on constate, c'est qu'en général, le prix va être de une à deux consultations. Je m'explique. Si chez vous, par exemple, le prix moyen, c'est 60 € la consultation, eh ben, le prix de journée de location, ça va être entre 60 et on va dire 100 euros. Voilà, donc vous payez 60 à 100 € par jour où vous exercez. Voilà, donc ça veut dire que une à une et demie, maxi deux, hein, c'est rare quand même qu'on soit à deux consultations pour absorber les charges du cabinet. Et après le reste, eh ben, du coup, ça va être de la rémunération qui va être générée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. C'est voilà, si je reprends l'exemple de je garde un travail à temps partiel, donc de mon point de vue, l'idéal, c'est vraiment 3/5 pour avoir 2 jours de développement d'activité. Donc je loue 2 jours par semaine et je vais avoir comme ça, ben, je sais pas, 200, 300, 400, voire 500 € par mois de charges en fonction bien sûr de l'immobilier, des prestations, etc. Donc, quand on arrive, bien sûr, sur une activité à temps plein, je dirais le montant par jour va baisser, bien sûr, hein, et là, ça dépend vraiment de la région. Alors, au niveau recettes ou chiffre d'affaires, donc on part pour que ça soit comparable avec une activité classique salariée sur 35 heures par semaine. Parfois, ça peut paraître comme ça beaucoup, mais ben, on prend l'habitude, un rythme, des automatismes, et on peut enchaîner comme ça les consultations, que ce soit massage, réflexo, énergétique, sophro, hypnose, etc. Bien sûr qu'on les enchaîne, hein. Moi, je connais plusieurs thérapeutes qui font par exemple 9h, 21h, hein, sans manger le midi, parce que finalement, quand on mange pas, ben, on garde beaucoup d'énergie, on enchaîne les consultations, il y a de la demande entre midi et deux, voilà, donc c'est un choix, voilà. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais finalement, ces 35 heures, je les organise comme je souhaite. Bien sûr qu'on s'adapte à la demande, mais il y en a qui préfèrent en fait commencer à midi et finir à 10 heures. Il y en a qui sont plutôt du matin et qui veulent avoir leur fin d'après-midi, leur soirée, vie familiale, etc. Il y en a qui disent, bah non, moi je concentre tout sur 3 ou 4 jours et puis le reste, ben, j'ai 3 ou 4 jours en fait, de repos. Voilà, donc c'est un des avantages. On peut s'organiser. Surtout qu'aujourd'hui, ben, il y a quand même un phénomène de flexibilité du travail avec le télétravail, les RTT, etc. Voilà, ça va être plus simple pour les personnes de se déplacer ou de faire éventuellement une visio sur une coupure dans leur journée. C'est plus facile qu'il y a quelques années, ça c'est évident. Donc 35 heures, 55 €, c'est le tarif moyen, je vous en ai parlé. Et puis on part sur une hypothèse de 45 semaines travaillées par an. Donc ça veut dire qu'il y a environ 7 semaines de congé, soit choisi parce que voilà, je pars en vacances, soit un peu forcé parce que c'est des moments de baisse d'activité autour de Noël, Nouvel An par exemple.
voilà, ou la période estivale. Après, ça dépend, hein. Si je fais du massage sur la Côte d'Azur, bah, ça va être peut-être à ce moment-là où j'aurai mon pic d'activité, bien sûr. OK, donc ça fait bien sûr 86 625 euros de recettes. Donc, je vais être au-dessus de ce qu'on appelle le seuil de la micro-entreprise, hein. Donc, la micro-entreprise, c'est un truc qui a été créé donc de mémoire en 2008, hein, qui a révolutionné. On l'appelait donc l'auto-entreprise avant, c'est devenu la micro-entreprise, ou avec un calcul simplifié. Voilà, donc 77 000, voilà, c'est le seuil maxi que je peux faire en chiffres et avoir en fait des formules simplifiées. Au-delà, j'ai des formules qu'on appelle de déclaration contrôlée, c'est-à-dire un état réel de mes recettes, un état réel de mes dépenses. Je fais recettes moins dépenses, ça fait ce qu'on appelle un revenu brut. Ce revenu brut, j'applique en fait un taux de cotisation 34-35%, cotisation sociale, je le déduis, etc. Et donc, j'ai ce qu'on appelle un revenu net. Voilà. Bien sûr que je n'ai pas évoqué, mais dans les charges, il faut tenir compte de la TVA. On verra que le seuil de la TVA, c'est environ 36 000 euros. Donc, au-dessus de ce montant de recettes, je vais donc être assujetti à la TVA. C'est 20%, bien sûr, en prestation de service. Et étant donné qu'on n'a pas trop de charges dans notre activité, hormis le loyer s'il y en a un, et bien du coup, voilà, ça a quand même un impact non négligeable sur l'ensemble des charges. Donc, globalement, ce qu'on peut constater, c'est les experts comptables qui le font, hein, sur une activité libérale comparable, on va dire, aux activités de thérapeute, praticien bien-être, c'est que par rapport à 100% que représentent les recettes, il va rester finalement 45% pour le revenu. Voilà, donc 55% de ce qui rentre sur le compte en banque du thérapeute vont être utilisés pour payer la TVA, payer les charges, hein, loyer et autres charges, CFE, etc., et les cotisations sociales. Voilà, donc ce qui rentre, c'est 86, ce qui sort, c'est 47 000, et en fait, ce qui reste, c'est environ 40 000 de revenus annuels. Bon, 45%, c'est une moyenne. Enfin, si j'ai un loyer élevé, peut-être que je serai à 40%, mais de toute façon, de manière mathématique, si on prend la TVA, un petit peu de charge et les cotisations, on ne peut pas mieux faire que 50%. Il y a forcément moins 50% qui partent en TVA, un peu de charge et cotisent. Voilà. Donc après, le reste, ça va être l'importance quelque part du loyer. Voilà. Mais si on est cohérent, on doit pouvoir être autour de 44-45%, donc autour de 40 000. Voilà, ce qui fait un revenu mensuel d'environ 3 250 euros. Bien sûr, ça, c'est un revenu mensuel qui est imposable. Donc, les 40 000 annuels sont imposables. Je ne fais pas le calcul parce que c'est très variable selon votre situation, mais ça vous donne une ordre d'idée par rapport à votre revenu imposable en tant que salarié. Voilà. Donc ça, c'est un cas où je travaille à temps plein et je vais donc avoir des charges et je loue. Sur le second cas que je vous propose, donc c'est l'inverse, je vais décider d'être à mi-temps. À mi-temps, ça signifie quoi globalement? Ça veut dire rester dans le seuil de l'exonération de TVA. Hein, le montant exact que j'évoquais tout à l'heure, c'est 36 800 euros. Alors, c'est revalorisé chaque année, hein. Là, je vous ai pris les chiffres pour 2025. Voilà, on y est presque. Le montant des cotisations, aujourd'hui, c'est pas 24,8 de cotisation. Ça, c'est le chiffre de 2025. Donc, jusqu'à 36 800, je fais exode TVA. De droit, naturellement. Donc, on ne peut pas dire qu'on gagne 20% parce qu'on a un petit peu de charge, mais on gagne facilement 15, 16, 17%. Voilà. Donc, c'est avantageux. Après, si on dépasse le seuil, il n'y a pas de choix, c'est comme ça. On n'a pas le droit de créer deux micro-entreprises en disant, ben, j'encaisse une consultation par-ci, puis l'autre sur l'autre côté. Voilà, c'est une personne physique ne peut avoir qu'une entreprise individuelle ou profession libérale. Donc, on n'a qu'un seuil d'exonération. Donc, on reste sur cette notion de environ 7 heures de travail par jour. Donc, j'ai mis 14 heures, toujours à 55 euros, toujours à 45 semaines. Donc, on ne change pas les paramètres, hein, ce qui permet de comparer. On arrive donc environ à 34 650 euros. Et là, donc, le côté micro-entreprise, comme je l'ai évoqué, c'est
l'aspect microsocial, calcul pardon, forfaitaire des cotisations, sans faire ce qu'on a fait tout à l'heure dans la déclaration contrôlée où on fait recettes réelles moins dépenses réelles et c'est une base sur laquelle je vais calculer mes cotisations sociales pour avoir mon revenu net. Donc là, c'est au forfait. Donc, ils estiment que c'est 24,8%. Voilà, donc si j'ai très peu de charges, bah, du coup, je paye moins de cotises que je devrais quelque part si j'étais en déclaration contrôlée. Si je paye plus de charges, eh ben, tant pis pour moi. Hein. Voilà, donc c'est plus ou moins avantageux et ça l'est, je dirais, nécessairement si je peux travailler chez moi et que j'ai pas de charges. Voilà, donc si j'ai une capacité à avoir un espace pour recevoir mes clients avec ou sans salle d'attente, bah, s'organiser, etc. Et bien du coup, forcément, c'est avantageux parce qu'on va payer quelque part un pourcentage de cotisation qui va être moindre et en plus, il y aura l'exode TVA. Voilà, donc je vais sur 34 000 avoir quand même 8 500 euros, 8 600 euros de cotisation. Donc, c'est ce qu'on appelle libératoire, c'est-à-dire que ça se fait très simplement hein, sur le site micro-entreprise. Tous les mois, on déclare les recettes et puis ou tout le trimestre et puis tous les trimestres pardon et puis on va payer on va arrondir pour faire simple 25%. On paye directement, c'est fini, on n'en parle plus, il n'y a pas de problème. C'est vrai que dans les déclarations contrôlées, c'est là aussi plus complexe parce que il y a des calculs qui se font, comme on ne connaît pas le vrai chiffre et que c'est quelque chose qui est au réel, et ben du coup, il y a un recalcul qui est fait à l'année N plus 1 et à l'année N plus 2. Voilà. Hein, c'est pourquoi, par ça que certains artisans ou commerçants ou professions libérales sont un peu des fois étonnés d'avoir un vrai appel de l'URSSAF parce qu'ils n'avaient pas anticipé et donc du coup, ils ont, voilà, quand l'activité progresse, ben, on paye pas assez de cotises par rapport à ce qu'on devrait et on les paye plus tard, en fait. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que de toute façon, quel que soit le cas de figure, mon idéal, si c'est temps plein ou temps partiel, il faut commencer en micro-entreprise sur un système qui est simple, où on est exode TVA, où on a un calcul de cotise qui est au pourcentage, où il n'y a pas de surprise, etc. Et puis si à un moment donné, voilà, eh ben, on souhaite être à temps plein, à un moment on dépasse les seuils, ben, on dépasse les seuils, on change de calcul. Si je dépasse donc deux seuils, hein, je reviens dessus pour que ce soit très clair, la TVA 36 800. Voilà. Et le seuil de micro, c'est voilà. Donc je peux très bien dépasser le seuil de TVA. Je peux être à 50 000 de chiffres, je paierai la TVA, mais mes cotisations seront quand même au pourcentage, jusqu'à 77 700. Voilà. Au-dessus de 77 000, je pourrai plus tout pourcentage sur mes cotisations. Hein. Donc deux seuils. Voilà, bah, chez soi, je dis pas qu'on n'a pas de charge, mais bon, il y en a peu. On peut passer, je sais pas moi, un abonnement Internet, bien sûr, un petit peu le site Internet, peut-être le téléphone, etc. Je sais pas, un abonnement sur Zoom ou autre pour faire les visios. Voilà, bon, j'ai estimé un peu moins de 100 euros, environ 100 euros par mois, sans compter un peu les vacances, etc. Enfin, peu importe, environ 1 000 euros par an, ce qui nous fait un revenu annuel d'environ 26 000 euros et donc bien sûr imposable comme dans l'autre colonne et donc un revenu mensuel à 2 163. Hein. Donc vous voyez que cette précision financière, bah, elle a quand même de l'impact sur mon choix. Bon, après, il faut avoir la capacité de travailler chez soi, l'envie aussi, hein, parce que du coup, ben, il n'y a pas d'énergie de groupe, on reste toujours un petit peu en vase clos, donc je ne dis pas qu'il n'y a que des avantages. Après, d'un point de vue financier, c'est vrai que ça paraît comme ça assez avantageux de dire, voilà, je travaille 14 heures par semaine, donc on est quand même à 2 jours. Bien sûr, ils sont remplis, hein, que ce soit 4 matinées ou 2 jours pleins, voilà, selon mon organisation. En tout cas, je fais mes 14 heures à 55 euros sur 45 semaines j'ai 1 000 euros de charge, voilà, on peut faire les calculs dans tous les sens. Je vais générer de toute façon 26 000 euros de revenus imposables. Voilà. Donc là, je n'ai pas fait les calculs intermédiaires, mais on peut dire, voilà, je travaille à mi-temps en cabinet, je travaille à plein temps chez moi, vous avez les mécanismes et on peut faire quelque chose de précis par rapport à ce que vous envisagez. À ça, on peut rajouter également des notions d'intervention d'entreprise en collectivité, donc à l'extérieur. Là, j'ai pas fait d'hypothèse chiffrée parce que c'est très variable, juste quelques repères. Quand on facture une entreprise, une collectivité, bon, alors, c'est un peu différent parce que les entreprises en général ont un peu plus de moyens. Après, ça dépend lesquelles, mais
que les collectivités ou que le public, mais on va être entre 2 et 3 fois son taux horaire. C'est-à-dire que si votre taux horaire, globalement, je reprends l'exemple, il est à 55 euros, ben, vous n'allez pas facturer 55 euros l'entreprise. Non, parce que vous avez de toute façon un temps de réflexion par rapport à vos interventions, vous avez un temps de déplacement, etc. Donc, on va être plutôt sur x2 à x3. Bien sûr que derrière, il peut y avoir des charges également en plus. Voilà. Voilà quelques éléments pour affiner, non pas un prévisionnel précis, mais une ébauche de trajectoire, de stratégie, parce que je pense que sur un début de réflexion sur une reconversion, ou même si vous êtes en formation, c'est le cas de certains d'entre vous, hein, d'avoir une visibilité sur qu'est-ce qu'il est possible de générer comme revenu. Euh, Tout simplement, de mettre ça en relation avec vos besoins, de l'organisation du temps, qui est de dire, OK, ben, allez, je garde un mi-temps en entreprise, je génère tant, j'ai un mi-temps pour développer. Rationnellement, je peux générer tant la première année, tant la deuxième, tant la troisième, OK. Voilà. Et puis, je me rends compte que ben, au bout de 2 ans et demi, hop, je peux faire le passage. D'accord? Ou alors, ben non, ça me convient très bien. Finalement, je veux simplement avoir deux activités. Hein, et ça, je pense que ça se développe de plus en plus. Les thérapeutes qui souhaitent travailler à mi-temps, parce que c'est vrai qu'une activité à temps plein, ben, c'est aussi une charge mentale, émotionnelle, hein, qui est non négligeable, donc faut y penser, et qui gardent voilà, une activité où ils vont être plus en travail de groupe, en réseau, etc. Donc aujourd'hui, encore une fois, on a beaucoup de changements quant au monde du travail, et c'est tout à fait intégrable de dire, OK, je fais un mi-temps à la limite chez moi, je génère un revenu qui est quand même, de mon point de vue, objectivement confortable, et je garde un autre mi-temps parce que ça me plaît, parce que je crée une activité de groupe, etc. en parallèle. Hein, voilà. Donc, je dirais, voilà, c'est pas forcément le temps plein en cabinet ou le mi-temps chez soi qui est le mieux. C'est par rapport à votre projet. Et là, j'ai souhaité vous donner les éléments pour que vous puissiez avoir une première projection claire. Hein. Je pense que la clarté mentale, encore une fois, elle est fondamentale. Voilà, c'était mon mot de conclusion. La confiance dans la tête, la confiance en soi, la confiance dans la vie, c'est possible, je crois en moi, c'est quelque chose qui motive, c'est quelque chose qui m'anime au fond du cœur. Voilà, cette notion que j'ai évoquée en trame tout au long de cette troisième volet, c'est la clarification, clarification du projet, de ce qui est possible de faire, des repères au niveau financier et cette transition sécurisée, voilà, sans risque. Voilà, c'est sans risque. Si c'est bien mené, c'est sans risque. Et puis bien sûr, détermination, ça va pas se faire tout seul, c'est pas non plus un chemin de croix, hein, c'est beaucoup de plaisir, d'accompagner les personnes qui sont en difficulté physiques, psychologiques, voilà donc au-delà, je dirais, de l'aspect financier que j'ai évoqué au cours de cette conférence, il y a cette forme de reconnaissance, cette satisfaction, cette joie que l'on voit dans le regard des personnes qu'on accompagne et qui vont mieux et qui vous remercient. Et voilà, ça c'est un côté inestimable. Voilà. Mais après, ce côté inestimable, c'est pas ça qui vous fait vivre. Donc, il faut aussi avoir les pieds sur terre. On est descendu dans le ventre. On a fait les choses voilà, avec une ébauche de prévisionnel. En tout cas, cette détermination, elle est importante. Et cette détermination, en fait, elle est naturelle à partir du moment où c'est quelque chose que j'ai vraiment dans le cœur et c'est vraiment mon projet, quoi. Voilà. Donc, trois mots-clés que je vous invite à méditer, à garder présents en vous et à développer, bien sûr, la confiance, la clarification et la détermination.